Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les gammes ASRock, comme ça on continue un petit peu notre lancée et vous allez voir que ASRock c'est pas forcément le plus simple. Donc sur ce je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, bienvenue sur AZERTES Hardware FR, une chaîne qui se concentre autour du monde du hardware. Et ici, on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et du coup, normalement, c'est quasiment la dernière vidéo de 2023, mais on aura la vidéo bon plan justement pour finir en beauté, on va dire. Aujourd'hui, on s'attaque les gammes de chez ASRock, comme je vous disais. On va pas tourner autour du pot pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur les gammes de chez ASRock? Donc pour une fois, on va prendre AMD, comme ça évitera les critiques. Alors du coup, chez AMD, qu'est-ce qu'on va retrouver ici comme carte mère? On va avoir la Riptide juste ici, on va avoir la Lightning, la ProRS. Là, on a une édition un peu spéciale, donc on va en parler un petit peu, mais pas trop. Après, on va avoir la Riptide également, la Steel Legend, la Taichi. Globalement, je crois que c'est tout. Et là-haut, là dans la démarcation, on a ici les X670, mais globalement c'est exactement pareil que les B650, donc voilà, on va pas trop en parler beaucoup plus parce que ça revient globalement au même. Pour commencer un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah déjà, on va avoir des cartes mères micro ATX, des cartes mères en ATX, des cartes mères en ITX, ça vous devez vous en douter. Nous, ce qui va nous intéresser principalement, c'est justement les cartes en ATX, puisque on va retrouver une gamme complète ici, et ça évitera de tout mélanger parce que en général, les micro ATX sont moins chers que l'ATX, donc si vous prenez une micro ATX au même prix, vous aurez une meilleure carte que si vous avez pris une carte plus grosse. Voilà, ça paraît peut-être pas logique, mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc, la première carte, justement, de chez ASRock, qui va souvent être un petit peu en tête-à-tête avec la gamme Pro de chez MSI, que ce soit la P ou la A, en général, elle est plus proche de la P que de la A. Et puis sinon, chez Asus, pour ceux qui veulent un comparatif, on sera à peu près au niveau de la gamme Prime, même si on est souvent un petit peu au-dessus. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ASRock est une filière de chez Asus à la base, donc on retrouve quand même pas mal de pièces maîtresses qui viennent directement de chez Asus, avec des packaging notamment qui sont soignés un petit peu à la manière de chez Asus la plupart du temps. Et puis on va retrouver également un BIOS qui fait un petit peu penser à celui de Asus, et des logiciels qui peuvent aussi faire penser un petit peu aux graines de chez Asus, je trouve. En tout cas, leur entrée de gamme à ASRock, c'est justement la Lightning ici, qui a pour but de vous offrir un maximum de choses pour le moins cher possible, avec des étages d'alimentation qui sont déjà plutôt costauds. Là, vous voyez, on a déjà 14 phases d'alim sur celle-là. Ça commence à être déjà balèze hein, pour une carte classée entrée de gamme, on va pas se mentir. Et puis après, on va avoir justement de la DDR5, comme vous pouvez savoir. Mais franchement, on a pas mal de choses qui font que cette carte est déjà assez sympa. Elle n'est pas très belle, tu vois, parce que globalement, l'essentiel, on va dire, il est surtout au niveau du matériel. Elle a même tendance à faire plutôt vide hein, quand on regarde un petit peu le bas, tout ça. Très peu de connectiques et vraiment pas grand-chose à signaler de plus. C'est vraiment très simple, mais c'est vraiment pour offrir le minimum possible aux personnes qui veulent se lancer par exemple ici sur AMD. Et honnêtement, cette année, ça reste une assez bonne carte. Après, pour ceux qui en veulent un peu plus, on va voir ici la ProRS qui est une légère évolution justement de la Lightning. En général, il me semble que les VRM ne bougent pas la plupart du temps cette année. Au niveau de la RAM, ça bouge pas trop non plus. Le gros avantage ici de la ProRS, c'est que souvent elle est blanche. Après, vous avez des fois des petits détails qui changent, mais franchement, la grosse base, on va dire, ça dépend vraiment de la Lightning qui est juste avant. Et d'ailleurs, entre les deux, il n'y a pas énormément d'écart en prix. Tout ce que je sais, c'est que la ProRS, souvent, elle a des petits avantages qui peuvent être pas négligeables quelquefois. Donc à regarder de plus près, mais globalement, ça peut être une petite amélioration de la Lightning pour pas beaucoup plus cher. Du coup, là, vous avez pas mal d'éditions spéciales justement cette année chez ASRock, et la plupart du temps, elles sont basées sur la gamme juste au-dessus qu'on va retrouver, qui sont ici la Riptide. La plupart du temps, en fait, toutes ces éditions spéciales avec de la peinture en plus, c'est globalement une Riptide, sauf la Sony qui me semble qu'elle est inspirée justement de la ProRS. Oui, il me semble que c'est ça, la Sony qui doit être inspirée de la ProRS. Personnellement, ce genre de personnalisation, je n'aime pas du tout. Je les trouve très laides. Personnellement, je préférais les Evangelion de chez Asus. Certes, c'est pas le même prix, mais c'est un peu plus joli. Là, c'est des gammes un petit peu spécifiques qui s'adressent à pas mal de monde, mais finalement, voilà, je pense que très peu de gens achèteront ce genre de gamme. Déjà de 1, c'est très compliqué à trouver au niveau de l'achat, alors peut-être que c'est que mon avis, mais j'en trouve très rarement à des prix très corrects, on va dire. La plupart du temps, justement, ces modèles custom sont basés sur la Riptide. Après, ici, on va voir justement la gamme de chez ASRock qui s'appelle la Riptide. Alors, la Riptide, c'est une gamme un petit peu intéressante, mais pas trop non plus, puisqu'on retrouve très peu d'évolution. Déjà, les étages d'alimentation, c'est principalement les mêmes. Les dissipateurs et le design va changer un petit peu. La carte réseau va changer. Les fréquences justement de DDR5 là ici vont changer.
mais globalement, c'est toujours des petits changements. Enfin, c'est pas des gammes où vraiment vous voyez une énorme différence de l'une à l'autre, comme par exemple chez MSI, vous aviez entre la P et la A, par exemple au tout début de l'entrée de gamme. C'était très intéressant parce que vous voyez directement des gros changements. Là, chez ASRock, on va dire que pour l'entrée de gamme, ils font déjà un truc assez violent. Donc malheureusement pour eux, bah, c'est pas bien rentable justement d'en rajouter un peu plus, sauf pour le style. En tout cas, je trouve que la Riptide est beaucoup plus belle en tout cas que justement la Lightning par exemple qu'on a vu juste avant. Elle a très peu de changements au niveau matériel dessus, mais globalement, si vous cherchez d'un truc avec un peu plus de style, c'est pas mal. Après là, le gros avantage que je vois, c'est qu'elle a déjà plus de connectiques justement que la Lightning de tout à l'heure. Hein, on peut voir déjà plus de ports de ventilateur, on va avoir certainement plus de ports de stockage. Voilà, elle est un peu moins simple. Effectivement, c'est des changements qui paraissent minimes, mais finalement, pour monter une config un petit peu plus grosse, elle sera certainement un peu plus intéressante. Maintenant, on arrive dans les grosses gammes. Là, on arrive dans les gammes qui concurrencent les belles gammes justement des autres marques. Quand je dis les belles gammes, on s'attaque à des prix qui sont plutôt intéressants, avec des excellents rapports qualité-prix. Cette carte mère s'aligne particulièrement avec la Tuff et la Tomahawk de chez MSI par exemple. Donc elle est faite justement pour bien se battre face à ces gammes-là. Et là d'ailleurs ça se voit tout de suite puisque les étages d'alimentation ont monté d'un cran. Alors cette année, les styles Legend, des fois elles puent un peu la merde. Hein. On va pas se mentir, il y a 2-3 styles Legend qui passent par là. Je les achèterai pas personnellement, mais globalement, voilà, on va avoir des cartes qui, dans la majorité des cas, sont plutôt intéressantes. Alors ça dépend parce que sur Intel, ASRock, on fait de la merde pendant très longtemps sur les VRM. Là, maintenant, c'est plus le cas parce qu'avec les Z690 et les Z790, ça a été plutôt bien rattrapé, mais avant, c'était un petit peu de l'AD. Maintenant, en tout cas, ils ont plus trop de soucis, mais là, par exemple, sur les cartes de chez AMD, du moins, il me semble, et puis un petit peu chez Intel, on va avoir des VRM un peu moins intéressants que par exemple chez MSI, qui sont juste monstrueux. MSI, ils ont tellement mis le paquet, en fait, que Asus et ASRock à côté, je trouve que c'est pas forcément très intéressant. Vous verrez que Gigabit, c'est assez intéressant aussi par rapport à MSI. C'est pas vraiment des cartes que je trouve très réussies, en tout cas, entre la TUF et la Steel Legend. En tout cas, ça reste des assez bonnes cartes dans la globalité. Ça supporte déjà plutôt des assez gros processeurs. La Steel Legend, en général, elle peut être orientée pour un i7 ou un Ryzen 7, voire même un Ryzen 9, parce que sur les B550, les Steel Legend étaient assez monstrueuses. Donc voilà, franchement, c'est des cartes qui sont assez intéressantes. On s'oriente plutôt sur du milieu de gamme et ça fait plutôt plaisir. Mais on va voir que chez ASRock, ils sont aussi capables de faire du très haut de gamme avec notamment la Taichi. Et là, la Taichi, c'est vraiment quelque chose de monstrueux. C'est une carte qui est faite pour s'aligner avec le très haut de gamme, voire même l'ultra haut de gamme ici, puisqu'on va s'aligner avec les Rogue E et l'entrée de gamme des Maximus. Même globalement, la plupart du temps, vous avez les mêmes VRM que la plus grosse des Maximus pour environ la moitié du prix. Donc là, globalement, c'est une gamme qui reste la plupart du temps imbattable. Après, chez MSI, vous voulez un équivalent globalement à cette Taichi, c'est la ACE. Il n'y a pas vraiment d'entrée, il n'y a pas vraiment d'autres gammes qui s'alignent mieux que ça. Sinon, ça peut être la Unifi dans certains cas, mais la Unifi et la Taichi en général, la Taichi reste légèrement au-dessus d'une Unifi. Donc la Taichi, franchement, chez Aorus, après ça peut valoir la Master. Et puis bah c'est à peu près tout ce qu'on peut dire quoi. Franchement la Taichi c'est une excellente carte. C'est classé entre de l'haut de gamme et de l'ultra haut de gamme. Pour moi vous avez des VRM qui sont clairement orientés pour l'overclocking à chaque fois. Et franchement ça fait plutôt plaisir de voir qu'ASRock sont capables de faire des cartes aussi grosses que ça pour supporter des processeurs énormes. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour à peine 650-700 euros, vous avez quand même une carte avec 24 phases d'alimentation. Hein. On est quand même voilà, vous voulez la même chez MSI, vous mettez environ 800 à 900 euros. Vous voulez la même chez Asus, vous mettez facilement 1200 euros. Tu vois. Donc, c'est pour te montrer que franchement, la Taichi, c'est un excellent rapport qualité-prix dans le haut de gamme, voire le ultra haut de gamme. Et le seul truc que je peux vraiment y reprocher pour avoir déjà eu une Taichi, enfin d'ailleurs vous la retrouverez très bientôt dans la config custom, franchement, c'est juste que le BIOS, je le trouve pas assez orienté overclocking. Enfin, on a vraiment des VRM qui sont là pour encaisser sa mère. Et par rapport à Asus, tu sais tout de suite que tu es là pour faire du sale parce que tu vois tout de suite ce qu'il faut pas toucher dans le BIOS. Tu vois. Chez ASRock, c'est un peu plus soft, faut chercher beaucoup plus. Il y a des options, tu as l'impression qu'elles n'existent pas. Alors que techniquement, tu es déjà en mode avancé, donc elles devraient déjà apparaître. Et il y a des trucs, faut carrément aller les chercher dans le logiciel. Bref, c'est peut-être moi aussi qui n'ai pas encore assez exploré le BIOS de chez ASRock. Mais globalement, je trouve que c'est un petit peu dommage justement qu'on ait des cartes avec des spécifications faites comme ça pour aller casser du processeur, tu vois, et qu'à côté, on n'ait pas les options qui soient suffisamment faciles et accessibles pour pouvoir vraiment s'en servir avec beaucoup d'ergonomie. Donc il y a des gammes qu'on n'a effectivement pas abordées tout simplement parce que sur les dernières générations, elles ont un petit peu disparu. Mais si jamais elles réarrivent,
On va en parler un petit peu vite fait. Alors oui, ce sera légèrement dans le désordre. Pour faire un petit peu une aparté sur le milieu de gamme, on va retrouver ici des gammes qui n'existent plus mais qui existaient. Donc peut-être qu'elles réapparaîtront au cours justement de ces générations. C'est pour ça qu'on va en parler un petit peu. C'est la gamme PG ici qu'on peut voir. Quand vous cliquez là par exemple, on va voir la Phantom Gaming ici de la gamme PG. Alors PG, je ne sais plus ce que ça veut dire. Je crois que c'est Pro Gaming ou une connerie comme ça. Bref, la gamme PG de chez ASRock, c'est un petit peu comme justement la gamme Rogue de chez Asus, tu vois. On est clairement moins haut de gamme qu'une gamme Rogue, hein. On va pas se mentir que la PG descend beaucoup plus bas que justement la gamme Rogue. Là par exemple on avait les Phantom Gaming 4 qui sont un petit peu l'entrée de gamme de ce genre de carte. Après on va retrouver les Phantom Gaming X qui, comme son nom l'indique, c'est un petit peu plus balèze, tu vois. D'ailleurs tu le vois tout de suite que la carte est un peu plus grosse par rapport à celle d'avant. Les VRM sont plus gros, les refroidissements sont vraiment très beaux. Là, en tout cas, elle avait vraiment un design que j'apprécie particulièrement. Chez ASRock, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils sont capables de vraiment offrir beaucoup d'originalité dans les designs. Par exemple, là, on a une carte qui tire sur le rouge-jaune. Même si les LED peuvent changer de couleur, franchement, c'est un style qui est assez beau à regarder. Les photos rendent très bien aussi, il faut bien avouer. Mais franchement, je trouve que c'est un style qui est très beau à regarder et que ASRock, ils savent vraiment y faire à chaque fois. Enfin, le style de chez ASRock, en tout cas, je l'aime quasiment tous les ans. Après, on va voir justement, juste au-dessus de cette Phantom Gaming X, on va voir la Velocita qui est particulièrement intéressante la plupart du temps pour les gens qui veulent commencer à faire de l'overclocking un peu gros. La plupart du temps, on est même un petit peu au-dessus justement de la Steel Legend qui s'apparentait à la Tomahawk ou à la Tough, pour rappel. Donc là, on sera à peu près sur une gamme qui pourrait s'apparenter à la Age de chez MSI, je pense, et ou qui pourrait carrément contrer, par exemple, chez Asus, la première Rogue avec la Rogue A ou la Rogue F. Tu vois. Donc, c'est une carte qui reste particulièrement intéressante. Là, les trucs à savoir, c'est que souvent sur la Velocita, vous avez déjà des boutons et un debug LED. Là où chez MSI et Asus, vous avez uniquement le debug LED. Bon, le debug LED, pour moi, c'est l'écran avec les codes d'erreur là. Je sais que des fois, le debug LED, normalement, c'est le truc là-haut. Moi, je sais pas pourquoi, chaque fois, j'appelle ça le debug LED, l'écran avec les codes d'erreur, mais bon, c'est comme ça. Et à côté, vous avez carrément les boutons d'allumage et de restart, là où principalement les concurrents ne l'offriront jamais pour ce budget-là. Donc franchement, la Velocita, c'est aussi une bonne carte si jamais vous voulez une table de bench et que vous n'avez pas envie de vous saouler à mettre des boutons, quoi. Et puis là, par exemple, on avait oublié la Xtreme 4. Dans la gamme ASRock, vous avez justement la Xtreme 4 qui doit être là. Vous avez la Steel Legend qui doit être juste au-dessus. Vous avez la Velocita qui est par là. Et puis vous avez la Taichi qui est là. Et après au-dessus, vous avez les Aqua. Mais les Aqua, c'est... Vous vous doutez bien que c'est pas pour faire un petit peu jouer à Pokémon Go, hein. Tu vois ce que je veux dire? Quand la carte mère, elle ressemble à ça, tu vois, tu te doutes bien que c'est pas pour jouer à Clash of Clans sur ton PC, tu vois. C'est vraiment fait pour tanker l'overclocking à mort. C'est plutôt sale pour overclocker, ça a des très bons VRM. Normalement, c'est quasiment les mêmes que la Taichi. Là, vous profitez quand même d'un sacré waterblock par-dessus pour mettre le pros et tout. Donc, franchement, pour les fans de Water Cooling Custom, justement, c'est vraiment des très belles cartes en tout cas qui permettent d'avoir un style assez particulier dans son PC. C'est de l'ultra haut de gamme, hein, si jamais vous n'avez pas remarqué. Vraiment, on est sur des cartes qui coûtent facilement plus de 1500 €. Donc, forcément, vous vous doutez que c'est pas pour tout le monde. Normalement, j'ai fait à peu près le tour de la gamme. Vous retrouvez d'ailleurs dans à peu près chaque gamme des cartes en mini TX et des cartes en micro ATX. Donc globalement vous avez vraiment de quoi vous revenir avec justement les gammes de chez ASRock qui sont plutôt sympathiques. Donc voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.